Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des résas. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, un hôtel, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous aspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui ma première invitée lyonnaise et pas des moindres, Céline Paravi-Atlan, fondatrice de Ma Pièce. Ma Pièce, c'est une collection de maisons d'hôtes pour entreprises situées à Lyon. Bien, oui, mais qu'est-ce que c'est que des maisons d'hôtes pour entreprises ? Eh bien, ce sont des lieux pensés comme des appartements, maisons, lieux de vie, mais adaptés aux besoins d'une entreprise pour ses événements. Et chaque lieu est toujours privatisé à 100% pour chaque client. Aujourd'hui, ce concept est très étendu en France, mais il y a 10 ans, quand Céline a commencé, elle a réellement été précurseur d'un nouveau type de lieu événementiel. Et je vous invite maintenant à découvrir comment l'idée lui est venue. Mais Céline a eu une carrière bien remplie avant de commencer Ma Pièce, notamment dans la communication, et donc vous vous doutez qu'elle a plein de bons conseils à nous partager. Très curieuse et dynamique, passionnée par les relations humaines et les rencontres, j'ai ressenti son charisme jusque dans mes écouteurs et je suis sûre que vous allez à votre tour adorer l'écouter. Il est donc temps de laisser place à Céline et de ce qui a fait de Ma Pièce un succès. Bonne écoute. Bonjour Céline et bienvenue sur le podcast de la Mafia des réservations. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien ? Eh bien, merci beaucoup Clémence. Je suis ravie moi aussi d'être là avec toi et je vais très bien. Magnifique. Alors toi, tu es la fondatrice de Ma Pièce à Lyon, dont tu vas nous parler tout de suite en long, en large et en travers. Mais j'aimerais bien qu'on commence par ton parcours parce que il donne beaucoup d'indications sur l'aventure Ma Pièce et sur la façon aussi dont tu gères les choses. Donc toi, tu es passé de l'hôtellerie à la communication, à l'événementiel aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans les grandes lignes pour qu'on comprenne ? Alors du coup, moi j'ai fait un bachelor à l'Institut Vatel. Donc en effet, j'ai fait des études de gestion hôtelière et touristique avec une spécialisation sur ma dernière année d'études en communication, marketing touristique et hôtelier. Donc j'ai travaillé pendant plus de 6 mois dans le groupe Lucien Barrière. Je m'occupais des hôtels et des casinos de Deauville et Trouville sur toute la partie communication et sur la marque. Et de ce fait, j'ai ensuite cherché du travail et j'ai trouvé du travail à Lyon, comme quoi je ne devais pas quitter ma ville natale. Mais j'ai trouvé dans une agence qui avait une filiale dans sa spécificité d'agence de pub un peu plus globale, avait une filiale avec des réflexions sur justement la communication hôtelière et touristique. D'accord. Et donc, je me suis retrouvée juste après mes études dans cette agence de communication et de publicité lyonnaise. Et puis très vite, la com a pris le dessus vraiment sur la spécificité de l'hôtellerie et du tourisme. Et donc, j'ai travaillé dans cette agence presque 2 ans. Et puis ensuite, je suis allée travailler dans une très belle agence que tout le monde connaît, qui est l'agence Publicis, qui avait une filiale à Lyon et qui avait surtout une branche plutôt communication interne corporate. Et d'accord. C'est là où j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans avant de basculer chez l'annonceur dans un groupe d'assurance qui s'appelle April, où là, je me suis occupée en responsabilité directe, d'abord sur une filiale et ensuite sur tout le groupe, de la communication interne. Voilà. D'accord. Donc, et ce choix de la communication interne, c'était une vraie volonté ou c'est arrivé au fil de l'eau par tes aventures professionnelles ? Exactement. Non, j'avais pas de velléité vraiment à faire de la com interne plus que de la com externe, par exemple.
mais c'est sur mon parcours où ça s'est décidé comme ça. Et puis finalement, maintenant avec le recul, je me dis que ça me va bien. Ça correspond plutôt à ma personnalité et à ce que je véhicule aussi dans mes relations à l'autre. Et comme j'aime bien m'occuper des autres, j'aimais beaucoup m'occuper de toute la com interne, notamment quand j'étais chez April, qui a été une très belle expérience. Et ce parcours de l'agence à l'annonceur a été très riche, puisque pour le coup, j'avais pu faire l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Et notamment, j'ai eu la chance sur mon parcours, mais c'est pareil, rien n'est anodin, d'être managée par des femmes d'exception qui m'ont appris beaucoup d'abord en tant que personne et puis après d'un point de vue technique sur le métier de la com. Et je pense que ce n'est pas par hasard si je suis entrepreneur aujourd'hui, notamment parce que sur mon parcours, j'ai rencontré une femme là, qui s'appelle Jacqueline Bélanger-Dubois, pour ne pas la citer, qui était une femme entrepreneur d'exception et qui du coup nous a vraiment appris la partie comment on gère une structure, comment on gère une société. Et même si on était, nous, que salariés, on était complètement impliqués sur le devenir de cette structure et de sa société à elle. Et ça explique aussi mon management d'aujourd'hui. Oui. Un peu comme ce qu'on peut retrouver en ambiance start-up aujourd'hui, ce qui est très plébiscité par les employés qui disent qu'en start-up, ils sont très impliqués dans le fait que la boîte grandisse, réussisse, etc. Donc, ouais, ce côté, exactement. Je vois bien. Et alors, du coup, comment arrive ma pièce donc, tu es chez April. Donc moi je suis partie chez April. Donc ma pièce est arrivée d'une expérience client puisque j'ai organisé beaucoup de séminaires, beaucoup de journées d'études, beaucoup de conventions, à la fois pour les directeurs, dirigeants de la structure dans laquelle j'étais, mais aussi et après pour l'ensemble des dirigeants du groupe. Parce qu'on gérait quand même 55 filiales, il y avait plus de 4000 collaborateurs. Et c'est en cherchant des lieux d'événements où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une pénurie d'offres, qu'il y avait une vraie réflexion à mener sur ce marché de l'événementiel, sur ces lieux où il y a une dizaine d'années, il y a entre 10 et 15 ans, on trouvait essentiellement des salons dans des hôtels. Il y avait très peu, à part Château-Forme, il y avait très peu de lieux qui étaient vraiment avec une entité propre, avec une vraie réflexion, avec une vraie logique de service et d'offres sur l'événementiel. Et donc, du coup, c'est comme ça où j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais il y a vraiment il y a en tout cas sur Lyon quelque chose à bosser et à proposer aux entreprises lyonnaises, aux directeurs de com, aux dirigeants, pour les inciter à se réunir de manière complètement différente et de les faire travailler de manière complètement différente. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée, en tout cas. Donc, il y a 10-15 ans. Voilà. Donc, l'idée, elle est née à peu près en 2000. Ouais, c'est ça, à peu près en 2010. D'accord. Je suis partie d'April en 2011 et j'ai créé ma pièce en fin 2012. Voilà. D'accord. Alors, justement, est-ce que tu peux vraiment nous expliquer le concept de ma pièce? Parce que là, tu nous as donné quelques mots-clés, quelques bribes. Donc, du coup, alors, ma pièce, c'est simple. Au départ, donc, c'était qu'un seul espace qui était donc Place Bellecour, qui est toujours Place Bellecour. Donc, le concept de ma pièce, ce sont des maisons d'hôtes pour entreprises. Donc, l'idée, c'était de réunir une seule société dans un unique lieu où cette société pouvait réaliser tous ces événements, que ça soit de la conférence à la journée d'études, au séminaire, à la convention, enfin tout ce qui tourne autour de l'événementiel B2B, dans un espace qui lui est absolument dédié et qui permet la confidentialité des échanges, qui permet la convivialité. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une offre complètement globale où à la fois on emmenait des équipes ou un dirigeant et son comité de direction dans un espace où il était finalement complètement chez lui. Donc, il y avait une vraie appropriation du lieu en tant que tel. Et ensuite, c'était à nous de faire en sorte que tout ce qu'on pouvait proposer venait alimenter cette notion de privatisation exclusive
Et en fait, on a très vite rencontré notre public parce que quand on a ouvert dans un espace qui était très bien situé géographiquement, facile d'accès, avec des codes à la fois haut de gamme mais pas ostentatoires. Donc, on a très vite trouvé notre public et on a pu démarrer ma pièce sur les chapeaux de roue. sur les chapeaux de roue quand même relativement vite, puisqu'on répondait aux mêmes besoins que moi j'avais eu quelques années avant. Donc en fait, tout le monde nous a dit mais ouais, non mais c'est une super idée et voilà. Donc en fait, l'aventure a démarré comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui ma pièce c'est 4 adresses à Lyon. Toujours sur le même concept. Toujours sur le même concept, même si le dernier né est un petit peu différent, mais je pense qu'on va en parler. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter une offre, d'être complètement présent sur toute la chaîne de valeur, à la fois en amont, sur l'accompagnement de nos clients dans la réalisation de leur événement, mais aussi dans la construction de leur événement, jusqu'à l'accueil le jour J et jusqu'à la fin de leur événement. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse leur apporter à la fois un très beau lieu, mais tout ce qui va avec. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid. Oui, notamment sur toute cette partie interne. Voilà. Le fait de permettre aux équipes de se retrouver. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, 4 adresses. Ça s'est fait en combien de temps? Vous êtes développé en combien d'années? En fait, alors le développement s'est fait comme l'histoire de la création. C'est-à-dire que le développement s'est fait par une demande. D'accord. C'est pas un matin où je me suis dit bah tiens si je veux voir un deuxième ma pièce. C'est en fait on a eu une demande. Le premier lieu, donc le premier ma pièce, une surface de 210 mètres carrés. Grosso modo, on a une jauge moyenne entre 25 et 45 personnes. D'accord. Et on avait beaucoup de demandes de petits groupes. Par exemple, on avait une équipe ou un dirigeant ou un directeur qui venait avec son équipe financière, par exemple, et qui disait, bah, moi, j'aimerais bien revenir, mais plutôt qu'avec mon comité de direction. Donc, comme le lieu est privatisé en exclusivité pour une seule société, quand le client voulait revenir à 10, à 12, à 15, c'était du coup moins intéressant, évidemment, et financièrement pour nous. Et ça nous obligeait à privatiser un espace, alors que finalement, on pouvait supposer avoir d'autres demandes sur des tailles de groupe un petit peu plus importantes. Donc, on s'est dit, on va commencer à être un petit peu plus attentif sur ces demandes de petits groupes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros besoin. D'accord. Donc, très vite, en 2015, on a ouvert un deuxième espace. Et en fait, c'est cette année, l'année 2015 est une année vraiment charnière pour ma pièce, parce que c'est à ce moment-là que ma pièce est devenue une marque. C'est là où on a travaillé toute la plateforme de marque, on a travaillé notre ambition, notre vision, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, où est-ce qu'on voulait aller, c'était quoi nos valeurs, etc. Et c'est là où on s'est dit, ma pièce, on va plugger des sites géographiques à la marque. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ma pièce Bellecour, ma pièce Jacobin, etc., etc. Voilà. D'accord. Donc, en fait, la croissance, pour répondre à ta question, c'est vraiment fait sur un besoin et sur une demande. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, et c'est ce qui était le cas aussi en 2017 quand on a ouvert la maison Frontanière. Voilà, où on avait une demande. Voilà, donc là, c'est une maison qui est sur les hauteurs de Lyon. Et on avait une demande de clients qui nous disaient, mais quand est-ce que vous nous faites une maison avec un extérieur où on peut manger dehors, travailler dehors, voilà. Et, bon an, mal an, un jour, on a toqué à ma porte en me disant, voilà, j'ai une maison, j'aimerais pouvoir faire ma pièce ensemble. Et l'aventure de la troisième adresse s'est faite comme ça. Donc, sur un modèle un petit peu différent, puisque là, on est sur une exploitation. On n'est pas en propre comme sur le site de Bellecour ou Jacobin. D'accord. Et du coup, continuons. Est-ce que tu peux nous parler du tout dernier qui a ouvert il y a quelques mois, hein? C'est très récent. Exactement. Ouais. C'est très récent. Donc, pareil. En fait, toute l'histoire de ma pièce, et c'est ce que je voudrais qu'on arrive à comprendre sur ce podcast, c'est que toute l'histoire de ma pièce est avant tout, et j'allais presque dire exclusivement, une aventure humaine. Les choses ne se font que par des liens, que par des rencontres, que par des valeurs partagées, des envies d'aventure communes. Et donc, tout ce projet Ma Pièce attire, englobe, amène à lui des personnes qui ont envie, à un moment ou un autre, d'apporter leur pierre à cet édifice, à ce projet-là. Et c'est ça qui m'anime. C'est de pouvoir à la fois faire venir des clients dans mon lieu, évidemment,
mais que ces clients-là puissent aussi vivre leur propre aventure, leur propre expérience, et que nous, on puisse fédérer autour de ce concept-là des partenaires, des restaurateurs, voilà, qu'on puisse vraiment avoir un projet commun, voilà, une communauté qui nous emmène tous sur ce projet qui finalement est d'une richesse absolument dingue, parce qu'on arrive tous à un moment à y trouver quelque chose. Voilà. Donc soit c'est de manière très personnelle, soit c'est au contraire un vrai projet professionnel. On a permis à certaines personnes de créer leur société parce qu'on est devenus du coup nous clients. Enfin voilà, il y a des choses très intéressantes qui se passent et du coup toutes les histoires depuis ma pièce Jacobin, donc ma pièce Montagnière, c'en est une. Voilà, c'est une demande, donc c'est une collaboration. Ouais. Et le dernier né qu'on a ouvert un peu précipitamment juste après le confinement, qu'on a ouvert avec Stéphanie et Nathalie, qui sont aussi elles deux femmes entrepreneurs lyonnaises qui ont créé un concept d'hôtellerie qui s'appelle Mi Hôtel, où en fait ce sont des suites domotisées avec ce qu'elles appellent leur signature, c'est l'hôtellerie autrement. Et donc elles ont participé, elles ont proposé un projet très fort à Lyon, parce que ma pièce à La Tour-Rose, c'est avant tout un lieu qui s'appelle La Tour-Rose, oui, qui est dans le vieux Lyon, qui est un lieu qui est pour les Lyonnais, mais pour les touristes aussi, un lieu chargé d'histoire parce qu'il date de la Renaissance. Et voilà, donc il y a eu un très beau projet à la base. Et dans ce projet-là, il y a deux entités. Donc il y a l'entité Mi Hôtel qui, elle, gère la partie hôtellerie. Dans cette partie hôtellerie, il y avait un salon qui était donc dédié à de l'événementiel, et elles sont venues me voir en me disant, bah voilà, on se connaît très bien, on avait déjà travaillé ensemble, on avait déjà monté une offre qu'on appelait Business Suite sur d'autres hôtels qu'elles avaient, enfin sur d'autres suites, et donc du coup elles m'ont dit, voilà, on a un salon qui est dans cette entité-là. Nous, c'est pas notre cœur de métier, et on serait ravis que ma pièce puisse gérer ce salon. Et le lieu est tellement dingue. L'espace est tellement magique. Il y a une terrasse, il y a des jardins, pardon, qui sont suspendus juste sur Lyon, qu'on s'est dit, mais en fait, ça fait carrément sens de pouvoir proposer ça aujourd'hui et de l'intégrer dans la collection des lieux Ma Pièce pour nos clients. Donc voilà. Donc en fait, on a aujourd'hui cette 4e adresse qui est une adresse, je dirais, tout autant d'exception que les autres. Oui. Mais qui est un petit peu différente parce qu'on n'est pas dans l'appartement qui a été réaménagé ou dans une maison qui a été réaménagée. On est dans un espèce de collectif. Mais je trouve que ça fait encore plus de sens aujourd'hui dans cette situation qui est complètement inédite, particulière et un peu compliquée pour chacun de nous. Alors, on sent du coup une forme d'énergie, une forme de complémentarité. On est vraiment sur la notion de collectif. Et ça aussi, je trouve que c'est ultra important, et je trouve ça chouette d'arriver à monter des projets comme ça avec d'autres structures. Oui, et puis avec des gens qui aussi pour toi sont une source d'inspiration a priori. Enfin voilà, il y a un vrai, on se nourrit. Exactement, on se nourrit, et avec Mi Hôtel, on cherche depuis 2013 des solutions pour travailler ensemble. D'accord. Elles ont ouvert quasiment à l'année de Fontanière en 2017 aussi un espace où elles ont du coup, parce que l'histoire de Mi Hôtel, c'est qu'elles avaient des suites qui étaient un petit peu décimées dans Lyon. D'accord. Et quand on a réfléchi pour travailler ensemble, j'avais expliqué que c'était compliqué pour nous de mettre nos clients dans différents espaces, dans différents endroits à Lyon, et qu'il fallait quand même qu'il y ait une unité. Et elles ont ouvert un lieu, voilà, en 2017 qui s'appelle l'Espace Gaëton, où là, elles avaient déjà une dizaine de suites. Donc, c'est là où on s'est dit, bon, ça y est, il y a une unité de lieu, on va pouvoir réfléchir et monter une offre. Et on a monté une offre Business Suite qui est vraiment dans la même logique que Ma Pièce. Donc, nos clients viennent travailler à Ma Pièce et peuvent dormir le soir à Mi Hôtel. Donc, voilà. Donc, du coup, quand est arrivé le projet de La Tour-Rose, c'était un peu une évidence aussi de pouvoir plugger nos deux marques sur ce projet-là, qui est un très beau projet, notamment dans l'histoire de l'hôtellerie et du tourisme à Lyon. Ouais, et qui propose encore une autre expérience de lieu par rapport à ce que vous avez déjà développé. Exactement. Alors, tu disais que ça a bien démarré parce que vous avez vite rencontré votre public, mais pour rencontrer son public, il faut le connaître.
Est-ce que du coup, tes précédents postes, où tu as été sur une grosse agence, sur une grosse marque April, est-ce que ça t'a aidé quand même au début à faire connaître ton projet, ton produit ou pas? Parce que je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y a aussi beaucoup de lieux événementiels qui parfois sont au début, démarrent, etc. Est-ce que ce réseau était déjà là? Est-ce qu'il est né avec ma pièce? Parce que tu es une femme de réseau. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller suivre Céline sur LinkedIn. Vous allez voir qu'elle communique beaucoup et elle a beaucoup de retours. Mais on le voit très bien à travers ça notamment. Donc c'était une question que je me posais. Est-ce que c'était parce que quand on démarre, on se pose toujours la question à un lieu événementiel. Il faut se faire connaître. Est-ce que toi ça a eu un impact ou pas tellement parce que les choses se sont construites plutôt après? Alors, il y a deux choses. Je pense que mon parcours dans la com et du coup la maîtrise technique de la communication m'a aidé parce que ça m'a permis dès le démarrage de ma pièce de pouvoir réfléchir à une communication. Oui. Sans avoir besoin d'une agence de communication parce qu'on n'a pas beaucoup de sous quand on est entrepreneur. Et du coup, et en même temps, je trouve que c'est une démarche et c'est aussi un exercice qui est très intéressant parce que ça t'oblige à te poser les bonnes questions et ça t'oblige surtout à trouver les bonnes réponses pour justement toucher ta cible, toucher ton public et te faire connaître. Après, pour répondre à ta deuxième question sur le réseau, donc oui, j'ai du réseau. J'en ai beaucoup plus maintenant qu'il y a 8 ans parce que justement, quand tu travailles, alors tu en as quand même relativement beaucoup quand tu travailles en agence parce que tu croises et tu fédères beaucoup de personnes, mais surtout c'est que comme tu travailles avec beaucoup d'entités différentes, c'est là où tu construis beaucoup ton réseau en agence, un petit peu moins chez l'annonceur parce que tu es un petit peu plus isolé sur une seule marque. Mais c'est vrai qu'au démarrage de ma pièce, le réseau a été important et après là où c'est aussi très important, donc ça c'est un petit conseil que je peux donner avec plaisir à tous ceux qui démarrent un lieu d'événement, c'est de réfléchir à quel type d'événement vous devez faire au démarrage. Je m'explique. Ce qui a fait toute la différence et ce qui a lancé la marque Ma Pièce, ce qui a lancé le projet Ma Pièce sur Lyon il y a 8 ans, c'est que de par mon réseau, mais ça aurait pu arriver aussi par d'autres sources, mais de par mon réseau, on a pu organiser une conférence de presse. D'accord. Où on a fait venir des journalistes. Oui. Et en fait, ces journalistes ont découvert le lieu en même temps qu'ils venaient faire cette conférence de presse à Ma Pièce. Et donc, ils ont parlé évidemment du client pour qui ils étaient venus faire la conférence de presse. Mais du coup, on a eu aussi plein de papiers, nous, en disant on vient de faire la conférence de presse de tel client dans un nouveau lieu qui vient d'ouvrir, etc., etc. Donc ça, tout de suite, on a eu des papiers sans faire de communiqué de presse, sans faire de dossier de presse. Donc ça nous a boosté. Et ensuite, c'est là où je pense que ça peut être un vrai conseil. Il ne faut pas hésiter au démarrage à faire des soirées d'une marque qui, par exemple, fête son anniversaire et qui invite d'autres clients, etc., pour faire du brassage et faire venir plein de gens chez vous. Parce qu'en fait, il n'y a rien de tel que d'avoir à la sortie d'un événement le bouche à oreille qui fonctionne, la notoriété qui démarre. Et en fait, nous, on a eu quelques événements d'anniversaire. Par exemple, on a des boîtes qui ont fêté leurs 10 ans, leurs 5 ans à Ma Pièce, qui du coup invitaient leurs clients, invitaient leurs partenaires, invitaient leurs banquiers, invitaient leurs assureurs, invitaient leurs notaires. Et en fait, très vite, ça s'est su que sur Lyon, il y avait un lieu qui s'est ouvert. Et en fait, le bouche à oreille a très vite fonctionné. Donc en fait, dans la stratégie, quand on n'a pas beaucoup de moyens, notamment quand on n'a pas un gros budget comme quand on démarre, il faut être assez malin et ne pas hésiter à monter des partenariats ou des collaborations avec, par exemple, des marques qui peuvent parler de votre lieu, avec qui vous pouvez faire des partenariats. Je parle pas de gratuité, hein, mais en tout cas de réfléchir un petit peu sur la portée que peut avoir un événement que vous faites dans votre espace. Et ça a été le cas à Ma Pièce. Donc, on a eu de la chance d'avoir très vite quelques événements comme ça. On a, par exemple, un événement tous les 2 ans à Lyon qui s'appelle le CIRA, que tout le monde connaît. Voilà. On a eu de la chance de faire une très belle soirée et là, on a eu beaucoup de restaurateurs lyonnais, beaucoup de chefs lyonnais, donc très vite, ça s'est su. Donc, on a pu toucher très vite différentes communautés sur Lyon, à la fois dans le secteur de l'industrie, dans les services, dans l'assurance.
Et puis évidemment, c'est là où le réseau sert parce que il faut faire des déjeuners, il faut organiser des visites. On a fait beaucoup aussi de petits déjeuners où on invite des assistantes de direction, par exemple, des clients. Donc ça, c'était voilà. Donc je pense que c'était des événements où toi, tu invitais des potentiels clients. Voilà. Ouais, exactement. Donc je souligne parce qu'il y a beaucoup de lieux événementiels qui ne le font pas en pensant que c'est un gros budget, mais c'est un budget moindre par rapport à d'autres investissements quand on passe par une agence, etc. Et de temps en temps, de faire des genres d'événements, pas porte ouverte, parce que l'idéal, c'est quand même de sélectionner les gens que vous invitez en sachant qu'il y a un vrai potentiel derrière de vente de votre lieu avec toutes ces options, etc. Mais en effet, voilà, typiquement une très bonne idée. Un petit déjeuner où on invite des assistantes de direction. Elles sont très rarement invitées. C'est vrai. C'est pas des métiers où on est invité à énormément de choses. Donc, c'est une très, très bonne idée. Et pourtant, c'est elles qui vont chercher les lieux, les proposer à leur directeur. Enfin, souvent, elles ont un impact très fort sur les lieux qui sont sélectionnés. Donc, voilà. Je suis ravie que tu le dises parce que on le dit. Ouais. Et après aussi, Clémence, alors nous, à l'époque, il n'y avait pas la force d'Instagram, il n'y avait pas la force des influenceurs ou même des blogueurs qu'il y a aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi très malin et c'est très pertinent de réfléchir à monter, à co-construire des projets avec d'autres marques. Oui. Alors attention, il ne faut pas faire pour faire. Parce que je pense qu'il est important dans nos espaces de lieux, d'événements, avec un ADN, avec une histoire, avec des valeurs, avec des messages à faire passer, de co-construire des choses qui font sens pour alimenter de manière très pertinente et objective cette marque. Il faut pas faire des choses pour faire des coups. Oui. Je pense que dans nos métiers aujourd'hui, il faut toujours essayer de réfléchir à faire des projets où quand tu les portes ou quand tu en parles, tu les incarnes. Je pense que la difficulté aujourd'hui de ce marché où il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, même si nous, il y a 8 ans, on était quand même pas très nombreux. Aujourd'hui, on le voit sur Lyon, il y a beaucoup d'autres acteurs. Et je pense que ce qui fait aussi la différence et ce qui peut assurer aussi une forme de pérennité, c'est cette espèce d'engagement qu'on peut avoir sur son espace. Et voilà, comme tu dis, c'est de programmer des opérations de relations publiques pour soi, de repérer dans son carnet d'adresses, dans son environnement, avec qui on peut monter des choses. En fait, il faut être un petit peu malin et un petit peu stratégique. Et parfois, il vaut mieux faire un événement de temps en temps pour soi, même si c'est un petit coût. Et en toute sincérité, il y a plein de façons de minorer vraiment le coût. Notamment en montant un partenariat, par exemple, avec un traiteur ou qui peut aussi se faire connaître, qui lui a, exactement, qui a un intérêt à avoir de la visibilité sur son marché. Donc voilà, donc c'est une co-construction. En plus, je trouve que humainement, c'est aussi très riche de faire ça, et c'est une vraie force, et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui dans cette période-là. Je pense que nos clients vont avoir besoin de ça, de montrer aussi qu'on est capable tous de s'unir et de se tendre la main et de monter des choses qui font sens, quoi. Complètement. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous donner une idée de collaboration, par exemple, par rapport à Ma Pièce qui fait sens? Si toi, là, demain, tu devais faire un événement un peu public pour apporter du trafic à tes espaces, j'imagine que t'en fais de temps en temps. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour inspirer ceux qui... Parce que quand on a le nez dedans et qu'on a l'habitude de le faire, on a des idées. Parce que vous allez voir aussi, plus vous allez faire des choses, plus vous allez avoir des idées. Donc même si au début, c'est un peu bancal, vous n'êtes pas sûr, mais que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, je pense qu'il y a aucun problème. Vous allez y arriver. Ce sera peut-être pas parfait au départ, mais vous allez y arriver. Et c'est vrai que quand on démarre, parfois on se dit un peu, c'est comme quand on démarre et qu'on doit communiquer, on se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Avec les collaborations, c'est un peu pareil. Moi, j'ai souvent parce que je parle à beaucoup de lieux, j'ai cette chance, qui me disent oui mais je sais pas trop quoi faire, qui, comment, pourquoi. Parfois il y a des gens qui sont un peu plus qui ont moins confiance en eux sur les choix à faire. Donc je me disais, voilà, est-ce que tu as un petit exemple?
Des exemples, j'en ai plein. Après, je pense que ce qui est important, c'est aussi la conviction que ce que tu vas faire rentre dans ta philosophie, dans tes idées. Les valeurs. C'est pour ça que quand je dis, voilà, dans tes valeurs, je dis qu'il faut pas faire pour faire, parce que pour le coup, je pense que ça ne fonctionne pas. Moi, je suis convaincue qu'il faut être dans il faut avoir un lien affectif presque avec les gens avec qui tu fais des choses pour que ça fonctionne. Parce que s'il y a juste un intérêt économique ou un intérêt de donner de la visibilité, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut vraiment incarner et avoir des convictions. Par exemple, moi, on fait les rencontres de ma pièce. D'accord. Qui sont des moments privilégiés où justement on invite nos clients, on invite aussi quelques prospects qu'on aimerait bien avoir demain comme clients. Et du coup, on monte des collaborations avec des partenaires. Donc, on a le concert de l'Hostel-Dieu, qui est par exemple une formation de musique baroque, avec qui on travaille depuis quasiment la création de ma pièce. Et tous les ans ou tous les 2 ans, on fait une opération ensemble parce que d'abord, on aime faire des choses ensemble. Et ça, c'est la première chose et c'est le plus important. On aime aussi du coup partager cette connivence, cette envie de faire des choses à plusieurs, cette envie qu'on a aussi de mettre en avant nos marques. Et du coup, tout projet qu'on arrive à créer, c'est fluide, c'est simple. Et quand tes clients arrivent, c'est fluide, c'est simple, ça respire l'envie, ça respire l'enthousiasme. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Donc en fait, dans les collaborations, donc voilà, on peut faire par exemple avec ces personnes-là, on a eu fait avec des restaurateurs, on a eu fait aussi avec des marques dans la déco. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à trouver des acteurs. On a fait beaucoup avec des artistes. Encore hier soir, on a fait la promotion d'une artiste lyonnaise qui s'appelle Britta Mallet, voilà, qui est une femme qui commence à être assez importante dans le réseau culturel lyonnais. Donc voilà. Après, tout dépend de quelle cible vous voulez toucher. C'est ça aussi qu'il faut qu'on dise voilà, est-ce que tu as envie de faire un événement pour toucher essentiellement des dirigeants? Tu vas pas faire la même chose que si tu as envie de toucher essentiellement des assistantes de direction. Donc, il y a une vraie réflexion sur le quoi, le comment et le pourquoi et en final le qui. Et à partir de là, trouver des personnes qui ont envie de faire des choses dans ton entourage, qui aspirent au partage, qui aspirent à l'échange. Là, ça se trouve, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir une forme d'affinité, de connivence avec la personne avec qui tu vas, comme tu peux faire un événement avec plusieurs marques. Oui. Si au final, on raconte une histoire et ça, je trouve que c'est hyper important et on a toujours eu que des super retours sur ces événements-là parce que finalement, ça correspond complètement à la marque Ma Pièce et à tout ce qu'on véhicule depuis 8 ans. Il y a pas, il faut être hyper aligné, il faut être très logique et il faut avoir une forme de ligne de conduite quand on fait une communication, quand on communique sur sa marque, quand on communique sur son lieu, de façon à ce que les clients s'y retrouvent et on peut s'adresser à différentes cibles en utilisant une sémantique différente, mais en ayant vraiment un socle qui soit là et important et que du coup tu véhicules et ça fait sens. Et ça apparaît presque un peu comme une évidence. Et c'est ça qui est super. Et d'ailleurs, je voulais rajouter parce que je sais qu'il y en a pour qui tous ces sujets-là sont un petit peu compliqués. Je sais que parfois vous êtes un peu perdus sur justement trouver ce sens, etc. Un des conseils que je peux vous donner, juste pour clôturer sur cette partie-là, c'est de vous écouter. Est-ce que vous, en tant que dirigeant d'un service commercial ou en tant que dirigeant d'un lieu, sont des choses que vous aimez ou qui font sens pour vous, qui ont un écho particulier? A priori, si à chaque fois vous restez dans des choses qui vous touchent, il va y avoir un sens parce que vous incarnez votre lieu. Donc, je pense que tu vas être d'accord parce que voilà. C'est sûr. C'est hyper important. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de très compliqué avec non, au contraire, surtout pas. C'est ça, c'est que voilà. C'est exactement ça. Surtout faites des choses ultra simples,
authentique. Voilà, exactement. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête. Et puis au fur et à mesure, à force de faire, ça va s'affiner. Parce que vous allez avoir des retours d'expérience, des clients qui vont vous dire ça c'était super, mais ça un peu moins bien, et puis ça se construit au fur et à mesure. Alors du coup, juste j'en profite parce que on a parlé de tout ça, du fait que tu ciblais, etc. Juste pour que tout le monde comprenne, Ma Pièce, ce sont des événements professionnels uniquement. Vous faites parfois il y a on sort des livres. Ouais. On en parlera après. Vas-y, continue, je te coupe plus. Professionnel essentiellement. Voilà. Non, mais à 99%. Oui. Et donc, vous proposez du clé en main comme de la location sèche, ou c'est toujours du clé en main? Un client peut pas faire venir, sauf exception, mais majoritairement, vous proposez une prestation dans sa globalité, avec la partie restauration, avec des intervenants éventuellement. Comment ça se passe? Alors, nous, on donne le choix à nos clients. Donc, on peut avoir uniquement une privatisation sèche sans autre chose. D'accord. Et ça fait partie vraiment de l'histoire de Ma Pièce, parce que quand j'étais donc chez April, par exemple, je ne supportais pas qu'on m'impose un traiteur, qu'on m'impose un certain nombre de choses, alors que quand un client il fait un événement, enfin je dirais à 80% du temps, il sait exactement ce qu'il veut et pourquoi il le veut d'ailleurs. Et donc, du coup, nous, à Ma Pièce, on a cette capacité à pouvoir accompagner bien en amont le client sur la réflexion, la construction de son événement. Mais un client qui maîtrise très bien, qui a ses petites habitudes, on lui dit, mais monsieur le client, il n'y a aucun souci, venez à Ma Pièce avec votre traiteur. Et on s'occupe même aussi d'appeler le traiteur pour coordonner que tout se passe bien, etc. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être en capacité à écouter, à comprendre et à répondre à un besoin. Après, nous, dans notre modèle économique, c'est pas du tout sur la restauration qu'on gagne notre vie. Nous, on gagne notre vie sur la privatisation de l'espace et ensuite sur tout ce qu'on peut dire en addition de services. Si par exemple, on a un client qui dit, moi j'ai une vraie problématique dans mon comité de direction, de cohésion ou je sais pas. Là, nous, on est à même de lui proposer des experts puisqu'on a mis en place les experts de Ma Pièce où du coup, on travaille avec des coachs, des personnes qui ont une vraie technicité reconnue, des consultants bien sûr reconnus dans leur métier. Et du coup, on est capable de dire à un client, votre problématique, c'est celle-ci. Voilà, nous qui on peut vous proposer. Après, je pense que la vraie difficulté, c'est comment on identifie, comment on fait comprendre à notre marché, à nos cibles, que nous, on est capable aujourd'hui d'accompagner, de conseiller, de recommander et d'être à leur côté au moment où ils sont en contact avec nous, que ce soit par mail ou par téléphone, jusqu'à la signature ou jusqu'au moment où on reçoit le groupe et au moment où il s'en va et qu'on lui refait un mail derrière pour savoir si tout s'est bien passé. On a un lien et ce lien-là, il faut qu'il soit toujours au top du service, de l'écoute, de la recommandation. Je pense que c'est hyper important que le choix de Ma Pièce doit aussi se faire pour ces raisons-là. Donc ça nécessite d'avoir une équipe formée, attentive, à l'écoute, qui est capable de tenir un lieu, mais qui est capable aussi de faire de la recommandation. Donc on est quand même sur des profils de personnes qui sont ultra formés. Oui. Et donc là, ça c'est mon rôle à moi de dirigeante, de faire en sorte que mon équipe soit dans cette réflexion-là et qu'elle adhère à cette réflexion-là, parce que tu peux pas conseiller un dirigeant si t'as pas compris c'était quoi la problématique d'un dirigeant, par exemple. Donc voilà. Donc en fait, l'idée c'est aussi d'avoir une réflexion globale. Donc oui, à Ma Pièce, on peut venir que travailler et on peut manger dehors. Et toi, et comme à Ma Pièce. Toi, tu vas adapter aussi après ton support client, ton service, ton accompagnement. Exactement. En fonction de la personnalité et de ses besoins en face.
Exactement. Au même titre qu'on peut très bien dire à un client, vous avez envie de déjeuner dehors, voilà les restaurants avec qui on a l'habitude de travailler. C'est pour ça qu'on a créé le label Ma Pièce M, pour justement dire à nos clients, bah nous, aujourd'hui, on est garant d'une adresse, d'un talent, d'une expertise, etc. Donc en fait, l'idée, et c'est moi ce qui m'anime aujourd'hui dans cette expérience entrepreneuriale et dans ce projet Ma Pièce, c'est d'arriver à offrir Ma Pièce, c'est une offre globale, ce n'est surtout pas qu'un lieu où on se réunit, où on travaille. Ma Pièce, c'est toute une histoire, c'est tout un écosystème et c'est pas du tout présomptueux quand je dis ça, mais c'est vraiment un ensemble de personnes qui se retrouvent, qui sont là, et c'est ce qui fait aussi que je pense que le concept fonctionne aujourd'hui et qui fonctionne de la même manière et qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en croissance. C'est parce qu'on arrive toujours à être là quand il faut être là. Mais on est très discret quand on est là. Il y a une phrase que j'avais entendue, que j'avais lue dans un article que j'avais beaucoup aimé. Alors moi, je suis une grande consommatrice d'articles et de podcasts d'experts d'événementiel, mais aux États-Unis, parce que je trouve qu'ils sont notamment très forts sur toute cette expérience client. Les États-Unis ont toujours été très bons sur leur rapport. Comment dire, ils savent faire du commercial. Mais sans jamais être frontal, je trouve. Ils sont vraiment très doués sur ça. Et j'avais lu dans un des articles, ne soyez plus une destination, soyez un voyage. Et c'est exactement ce que tu as décrit. C'est exactement ça. C'est que la finalité, c'est pas juste de leur louer un lieu dans lequel ils vont pouvoir faire X ou Y, c'est de leur proposer tout un panel de services qui vont créer toute une expérience et puis qui va permettre aussi de créer une relation très forte parce que il va y avoir une vraie confiance en se disant au fur et à mesure ils vont peut-être aussi même lâcher la bride. D'ailleurs, je vais tout de suite rebondir avant qu'on reparte en discussion. Tu disais dans une autre interview que vous aviez plus de 30% de vos événements sont des clients récurrents. Est-ce que tu penses que c'est à 100% lié au fait que vous ayez créé tout cet écosystème Ma Pièce, cette communauté, ce panel de services, de recommandations, etc. Au-delà du fait que j'imagine qu'il doit y avoir un bon contact avec les équipes aussi sur place. Je pense que vous vous occupez bien d'eux, mais est-ce que tu penses que c'est lié à tout ça, ouais. Évidemment. Nous, on a des clients qui sont dans l'aventure Ma Pièce depuis le début. Alors, c'est ça qui est chouette d'ailleurs, parce qu'on les accompagne aussi dans leur aventure d'entreprise. Par exemple, on a des structures, au début, ils venaient une fois, puis en fait, ils ont grossi, donc ils viennent beaucoup plus souvent, puis après, on les voit plus du tout parce qu'ils sont tellement gros que... Et donc, on les suit, on les accompagne, mais en fait, ce qui est vraiment important, et dans la genèse du concept Ma Pièce, dans le premier document que j'avais écrit et que j'avais formalisé quand j'ai démarché les banques, je donnais comme exemple les clés de la conciergerie et je disais toujours qu'en fait, on allait créer des lieux avec un service, comme dans les hôtels de luxe, avec un service de conciergerie où on serait capable de dire que Monsieur Dupont de la société X, il a systématiquement à son déjeuner un comté affiné 18 mois parce qu'il adore le comté affiné 18 mois. Et ça, c'est un vrai boulot. C'est très prenant parce que ça nécessite d'avoir une bonne CRM, d'avoir une très grosse rigueur de la part des équipes pour faire les feedbacks sur voilà. Mais c'est de suivre aussi une entité, c'est de suivre un client. Il y a des clients qui ont changé de boîte et qui, du coup, une fois qu'ils changent de boîte, nous font rencontrer leur nouveau dirigeant ou leur nouveau directeur, etc. Et en fait, oui, ce qui est aussi la clé de la réussite de Ma Pièce, c'est ça, c'est de se dire, on arrive à accompagner nos clients et on a des clients qui sont devenus des copains, quoi. On a le lien est fort, le lien est là. Cadre purement, j'ai besoin d'un espace. Voilà. Et puis, franchement, on se démène, on se plie en quatre pour les satisfaire et on est beaucoup dans l'écoute. Après, moi, je pense que
En tout cas, c'est ce qui m'anime moi dans aussi ma façon de manager mes équipes, c'est la sincérité. Je pense qu'il y a un moment, on est capable de faire des choses. Euh, ça peut paraître un petit peu léger ce que je vais dire, mais on n'est pas uniquement dans un rapport financier, loin de là avec nos clients. On est dans une relation, on est dans le lien et toutes mes communications que je fais d'ailleurs depuis plusieurs mois, voire quelques années, j'explique que ce qui m'anime moi et ce qui fait en sorte que le truc fonctionne, c'est le lien. Comment on crée du lien, comment on entretient ce lien, comment on nourrit le lien avec les autres. Et voilà. Et je pense qu'il y a des clients qui viennent à ma pièce consommer ma pièce comme ils consommeraient n'importe quel lieu d'événement. Et il y en a d'autres, c'est ce qu'ils viennent chercher. Et nous, à la limite, on préfère d'avoir surtout des gens qui viennent chercher ce que nous, on propose, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on trouve des nouvelles idées, c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on mûrit. Et c'est grâce à ça qu'on a un taux de fidélité qui est ultra important et qu'on espère bien continuer à faire grossir. Alors, là aussi, où c'est peut-être aussi intéressant de mettre un petit bémol, attention, quand je dis fidélité, il faut avoir un panel de clients fidèles. Il faut pas avoir quelques clients fidèles, que ça, c'est hyper dangereux, par contre. Il faut avoir beaucoup de clients fidèles et pas avoir un très gros client ou 3 très gros clients. Il faut avoir plein de petits clients, entre guillemets, qui sont fidèles. Ça met moins en danger économiquement et la fidélisation peut avoir plusieurs formes. Notamment, moi, je sais que dans mon passé de commercial événementiel, je traquais énormément les recommandations. C'est-à-dire qu'un client qui était venu, qui recommandait mon lieu, et donc un autre client qui venait via un client, je considérais ça comme le grand groupe client fidèle, parce que ça rebondissait. Donc, même si mon client fidèle, il a peut-être venir que 1 à 2 fois par an, s'il m'avait recommandé à 10 autres personnes, c'était énorme, parce que ça générait énormément de trafic à 0 €. C'est surtout ça aussi. C'est ça, exactement. Je l'appelle souvent. Et ouais, mais t'as raison, Clémence. Et là où c'est hyper important, c'est que du coup, cette recommandation-là, elle devient complètement spontanée quand, évidemment, tu es à l'attendu de tes critères d'exigence et de service. Parce qu'un client qui repart satisfait de sa journée, qui se dit, ah ouais, là quand même, on a vécu une expérience de dingue, bah évidemment, il en reparle quand il est entre potes ou après quand il retourne dans sa structure. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et pour le coup, je suis ultra pénible. Je mets l'exigence très haute dans ma pièce, mais à tous les niveaux. Que ça soit dans la tenue des lieux, dans la décoration, dans le service, dans la façon de dire bonjour, dans la façon d'écrire le mail, dans la façon d'envoyer les devis. Quand je dis que sur la chaîne de valeur, tout doit être pensé, tout doit être réfléchi, tout doit être dans cette exigence-là, c'est ce qui fait qu'à la fin, tu as une satisfaction qui est proche des 90, 95, voire des 80. Voilà. Et ça, c'est ultra important. Moi, je le répète tous les jours. Et moi, j'appelle ça, en fait, c'est ce que je mets dans la brique expérience client. Et il faut que cette expérience, du moment où le client pousse votre porte, mais que ça soit par un appel téléphonique ou par un message sur votre page Instagram ou autre, à partir du moment où il rentre en contact avec vous, même si c'est juste quand il va aller regarder votre page LinkedIn de votre marque, il faut qu'à partir du moment où il rentre en contact avec vous, que ça soit direct ou indirect, jusqu'au moment où l'après-événement, vous allez encore peut-être essayer de rester en contact avec lui, parce qu'il faut rester en contact avec les gens qui sont déjà venus chez vous. Il faut que l'expérience soit linéaire. Il faut que la qualité que vous ayez mis, parce que souvent la qualité est centrée sur l'événement en physique, mais tout l'avant est indispensable. C'est pour ça que c'était très intéressant quand tu nous parlais de toute cette partie où vous essayez chez ma pièce de développer avec les équipes leur sensibilité à comprendre la personne qui est en face de soi, à comprendre ses besoins, à être à l'écoute, à s'adapter, etc., etc. Parce que tout ça, c'est ce qui va aussi avoir un impact énorme sur votre taux de confirmation. Un client qui va pas signer une fois parce que
c'était pas adapté à ce qu'il voulait faire. Peut-être que parfois, tout simplement, la configuration de votre lieu ne correspond pas au lancement presse du produit XY, etc. Donc, malheureusement, le deal ne se signe pas. Mais si vous avez une attention, vous avez proposé à ce prospect une expérience haut de gamme, vous pouvez être sûr qu'il va revenir vous solliciter pour ces prochains événements. Donc, c'est aussi miser sur les prochains événements qui arrivent pour ce client, pour cette marque. Donc, je suis à 100% d'accord avec toi. Et alors, du coup, je rebondis sur ce point-là. Est-ce que tu as quelques conseils parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait, ce côté être à l'écoute, ressentir le client. Est-ce que toi, tu as des petites choses qui aident tes équipes à comprendre comment développer cette sensibilité? Est-ce que par exemple, je sais que moi j'ai fait un article sur le questionnaire de qualification d'une nouvelle demande. Moi, c'est quelque chose que je mettais toujours en place quand je recevais une nouvelle demande dans les lieux dans lesquels je travaillais. Moi et mes équipes, on passait un coup de téléphone automatiquement au client. S'il nous répondait évidemment, parce que parfois le client a autre chose à faire que de nous parler pendant une demi-heure au téléphone, c'est son choix, c'est là où on s'adapte. Mais quand il était disponible, il y avait vraiment une série de questions qui leur étaient posées pour bien comprendre où est-ce que le client voulait aller, quel était son événement et le type de personnalité qu'on avait en face de vous. Est-ce que tu as des outils comme ça que vous utilisez au quotidien pour vous aider à comprendre le client, ou ça se fait assez naturellement? Alors, on a en effet des questions un peu, j'allais dire basiques, des questions type sur pourquoi il nous appelle, comment il a connu ma pièce, qu'est-ce qu'il attend, c'est quoi son événement. Et en fait, je pense que ce qui est important, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette forme de sincérité, nous, on est capable de dire à un client qu'il ne faut pas qu'il vienne chez nous. Parce que finalement, il n'a pas le budget et que de toute façon, nous, on a aussi une posture de dire, quand tu veux venir à ma pièce, ça a un prix. Voilà. On est capable de dire à un client, non, là, vous serez mal installé, ou votre budget restauration ne correspond pas à votre objectif de votre réunion. Donc oui, on a des questions clés. Après, je pense que c'est aussi une forme d'intuition. Tu arrives très vite à te rendre compte quand tu as une demande. Donc c'est pour ça que moi, un des premiers conseils, et c'est là où je te suis à 300%, c'est que quand il y a une demande qui tombe, il faut rappeler. Il faut essayer d'avoir le client au téléphone. C'est capital parce que tu te rends compte déjà si tu as été le 10e lieu consulté ce jour-là, c'est pas la même chose si tu es tout seul ou 2 ou 3. Que si tu te rends compte qu'en face de toi, tu as une assistante de direction d'une grosse boîte, d'une petite PME, d'une grosse ETI, c'est pas la même chose. Donc, il faut aussi connaître l'entreprise qui te sollicite. Donc, moi, je dis à mes équipes, avant de rappeler, vous regardez c'est qui, dans quelle structure, dans quel secteur d'activité. Est-ce que c'est un secteur d'activité qui est en souffrance ou au contraire qui est en plein boom? Est-ce que c'est une boîte qui est en pleine croissance ou c'est une boîte... Donc, il y a vraiment... Dès la première, le premier contact, le premier lien est un lien d'intérêt, est un lien de considération. Voilà, je cherchais le mot. Il faut considérer les gens quand ils viennent à ma pièce ou quand ils font juste la démarche. Un client qui appelle, un client qui envoie un mail, c'est un truc de dingue. Il faut absolument se dire que c'est le Graal qui arrive, quoi. Ça coûte tellement cher de faire de la prospection aujourd'hui que quand vous avez de la chance d'avoir quelqu'un qui appelle ou qui envoie un mail, il faut rappeler, il faut savoir qui c'est, pourquoi, comment. Ah, c'est un événement qui a lieu tous les ans. Ah, chaque année, vous changez de lieu. Donc, vous savez que c'est un one shot. OK. Vous êtes 15. Ah, non, finalement, vous êtes 50, etc., etc. C'est quoi votre budget? Alors, ça, pour avoir l'enveloppe budgétaire, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais tu arrives, grosso modo, à dire, bon, vous avez quoi comme budget par personne ou la grosse enveloppe, elle est de combien? Et en fait, je pense que justifier ces oui, exactement. Parce que souvent on se dit je demande parce que je veux savoir si ça vaut le coup. Oui, évidemment que vous demandez parce que vous voulez savoir si ça vaut le coup, mais vous demandez aussi pour savoir si vous allez pouvoir proposer au client quelque chose qui va matcher avec son budget. Si vous vous démenez pour un client qui a 50% du budget que vous allez demander,
Vous avez perdu du Ça temps, sert lui à rien. aussi. Non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Donc, en fait, je pense qu'il faut, dès la première prise de contact doit être une prise de contact de considération, d'intérêt, d'écoute, de Et prise en t'arrives charge. à... Le Pardon. client, ouais, mais le client, Oui. même si ça se fait pas, même si au final il ne signe pas chez toi parce que t'es trop cher, ou finalement il préfère aller dans un autre lieu parce que ça lui convient plus ou mieux pour X raisons, ce Oui, n'est je suis pas grave. complètement d'accord. Un client qui a été écouté, entendu, considéré, à qui t'as fait une offre, même si l'offre ne passe pas, il te rappellera sur un prochain événement. Nous, on sait qu'il y a des clients qui n'avaient pas le budget pour cet événement-là, mais qui dans 3 mois peuvent très bien revenir nous voir parce qu'ils savent qu'à ma pièce, c'est cette tarification-là, parce que ma pièce, ce sont des lieux haut de gamme, donc il y a un certain prix, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui est hyper gratifiant pour l'équipe, c'est quand tu arrives à enclencher déjà une relation, même si le client vient pas. Et des fois, tu as des clients qui reviennent 1 an et demi après et qui te disent, vous vous souvenez quand je vous avais appelé en septembre 2018 pour mon événement truc? Bon, ben, finalement, on l'a fait à Barcelone, mais cette année, on le fait à Lyon et on veut absolument le faire chez vous. Et là, tu dis, ben, et en fait, je pense que c'est ça Ouais, qui est vachement je important. suis complètement d'accord. Et alors, du coup, donc toi, une de tes spécialités dans ta précédente carrière, c'était la communication interne. Tu parles beaucoup de ton équipe depuis le début du podcast. Tu parles aussi du fait que c'est quelque chose qui t'anime aussi de les accompagner à grandir professionnellement. Est-ce que t'as des conseils parce que c'est vrai que le management, on doit tous s'y coller souvent, manager une équipe. Est-ce que tu as des conseils sur comment communiquer auprès de son équipe ça peut être communiquer les bonnes valeurs, parfois ça peut être aussi simplement de communiquer des consignes, une façon de travailler. Tu disais aussi que tu étais là aussi, tu étais la garante du fait qu'ils allaient bien prendre en charge un client selon comment toi tu as imaginé ma pièce et ses valeurs et l'expérience client. Voilà. Est-ce autour de ça, est-ce que t'as utilisé des choses que j'imagine que oui, que tu avais dans ton bagage précédent pour les reporter et pour créer une équipe solide et avec qui j'imagine vous êtes aussi sur la même longueur d'onde parce que on avance toujours beaucoup plus vite quand on court tous dans la même direction. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a différentes choses. D'abord, même si j'ai eu l'idée, même si je suis la dirigeante de ma pièce n'existerait pas sans mon équipe, sans toutes les personnes qui gravitent autour de ma pièce. Donc déjà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Et je pense qu'une des premières, valeurs, ou en tout cas une des premières postures que moi j'ai, c'est la reconnaissance. Je suis reconnaissante à mon équipe d'être ce qu'elle est aujourd'hui et d'être à mes côtés. Et je me dois, moi, j'ai un devoir envers elle, qui est de l'accompagner, de la faire grandir, de lui montrer le chemin, et pour lui montrer le chemin, de l'accompagner, de lui donner des bons outils, de lui donner un salaire qui la satisfasse et qui, du coup, a envie de venir travailler. On a des métiers qui sont pas faciles. On est des métiers de service où on peut avoir des clients pas simples, on peut avoir plein de problèmes techniques dans une journée, on peut avoir un marché qui tangue et on le voit bien en ce moment où c'est quand même incertain, t'as pas de visibilité, tu sais pas où tu vas, comment tu vas y aller. Donc je pense que là aujourd'hui, le manager, c'est celui qui a une vision, c'est celui qui partage. Et en fait, moi, je partage tout avec mes collaborateurs. Je partage mes doutes, je partage nos succès, je partage nos réflexions. Et alors parfois, je pense que je les épuise un peu parce qu'on est tout le temps en mode un peu prospectif. On est toujours en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, etc. Tiens, là, on a tel signe fait, on a tel signal de la part de tel client, il faut qu'on en tienne compte, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est moi, par exemple, je ne conçois pas la punition, par exemple. Je ne conçois pas
le manager ou le dirigeant qui hurle sur son équipe. Jamais je n'ai hurlé sur mes équipes parce que je pense qu'il y a un moment, il y a un émetteur et il y a un récepteur et que si l'émetteur est pas bon, le récepteur devient pas bon. Après, il y a un problème de technique, il y a un problème de technicité, il y a un problème de compétence, mais pour le coup, c'est une question aussi de recrutement. Donc, si tu recrutes la personne qui n'a pas les bonnes compétences dès le départ et que tu n'arrives pas à la faire grandir, bon, là, c'est un problème de recrutement. Donc, je crois aussi que ce qui est important, c'est d'arriver à emmener tes collaborateurs sur cette aventure-là. Donc, tu vois, quand on disait de partager des valeurs, oui, exactement. On a des partages de valeurs, de simplicité, d'enthousiasme, d'envie, de curiosité. Et oui, le succès aussi et la fidélité de nos clients, c'est parce que l'équipe, elle est ultra soudée, que quand il y a un qui est en difficulté, on est là. Et moi, je l'ai vu pendant le confinement, c'était un truc de dingue. Enfin, le 16 ou le 17 mars, je me souviens plus, quand on a eu donc l'arrêté administratif, il fallait fermer. On a ouvert une bouteille de champ le lundi à 11h. À midi, on s'est tous dit salut, bisous, et on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra. Et en fait, on s'est jamais quitté. On a toujours fait en sorte de se donner un petit, mais même pour se dire rien, mais c'était nécessaire à un moment qu'on ait ce lien. Donc, je reviens toujours à mon histoire de lien, mais le lien que j'ai avec mes équipes, c'est le lien qu'ils ont avec nos restaurateurs, nos partenaires, nos fournisseurs, et tout le monde est important, même celui qui nous livre nos bouteilles d'eau. Voilà, on est vraiment dans cette posture-là. La femme de ménage, elle est partie intégrante de l'équipe. D'ailleurs, elle est sur vos photos d'équipe. Voilà, et donc du coup, tout ça est ultra, ultra, ultra important que tout le monde vive cette aventure à sa propre manière, sur son propre poste, sur ses propres missions, mais que tout le monde ait envie de la satisfaction, et en fait, il faut qu'on s'amuse, quoi. L'idée, c'est aussi de passer du bon temps ensemble, de partager des difficultés, mais de partager aussi plein de jolis moments. Et moi, je trouve que c'est hyper beau. Enfin, j'ai aussi connu dans ma carrière des moments où t'as plus envie. J'ai croisé plein de gens dans mon ancienne vie, des personnes qui n'ont plus envie d'aller travailler. Et je me suis toujours dit, le jour où c'est ça, je ferai autre chose. Et le jour où mes collaborateurs ont plus envie, il faut qu'ils fassent autre chose. Voilà. Et je les accompagnerai à faire autre chose d'ailleurs, parce que c'est pas grave. Se tromper, c'est pas grave. Faire des erreurs, c'est pas grave. Voilà. Normal. Mais tant mieux, c'est riche. Ça veut dire qu'on a des envies, ça veut dire qu'on est vivant. Et du coup, est-ce que par exemple, je sais pas, tu organises un petit point tous les mois où tout le monde va remonter ses idées, ou est-ce que chaque personne a des projets en parallèle de son travail quotidien, des petits projets pour aller chercher des nouvelles idées, développer un nouveau concept, etc. Comment tu les impliques concrètement? Est-ce que tu as des outils qui fonctionnent bien? Alors, on se voit on est une toute petite équipe, hein, donc on va se calmer, mais on se voit un petit peu aussi de manière un peu informelle. Mais moi, j'ai institué, on a un déjeuner tous les mois, tous ensemble, où c'est un moment où on échange, où on partage à la fois notre quotidien, la dernière série qu'on a vue, le dernier resto qu'on a fait, la balade dans les dernières vacances. Donc ça, c'est des moments qui sont importants. C'est aussi des moments où on se dit un peu les choses. Un vrai repas de famille. Ouais, c'est exactement ça. Et comme quand il y en a un qui fait sonner l'alarme, il paye son apéro. On fête les anniversaires. Voilà, on essaye d'avoir des petits moments aussi à nous. Souvent aussi le vendredi soir, quand on a eu des grosses semaines et qu'on finit pas trop tard, même si on se voit une petite demi-heure, on s'ouvre une bouteille de chambre, on fait un truc, où on va se boire une bière dehors. Enfin voilà, on a vraiment des moments un peu off où on se retrouve. Voilà, et ça c'est important, ouais. Et puis après il y a aussi une partie qui est importante dans nos aventures à la fois personnelles et privées, c'est que on sent aussi qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que l'équilibre se fasse de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un équilibre quand tu viens à ma pièce, quand tu es dans ton cadre professionnel. Il faut aussi que tout ça amène un équilibre personnel.
Et du coup, je pense qu'il faut qu'on essaye d'être le plus alignés possible les uns envers les autres et chacun envers soi-même. Voilà. Le respect aussi de l'individu et de sa vie privée pour qu'il soit épanoui dans sa vie professionnelle. Voilà. C'est hyper important. Pareil, on oublie souvent, mais surtout. Ah bah ouais, non mais quand on est c'est bien, capital, Clémence. Enfin, moi, je le vois dès que moi, je vois quand il commence à être un petit peu fatigué et qu'il disent rien, mais que ça se voit. Je dis bon, là, demain, tu viens pas, On essaye toujours. Et moi, je suis très attentive à tous les signaux faibles, à tout ce qui est non verbal aussi, parce que quand tu es dans une petite structure et qu'on est dans une aventure entrepreneuriale, tu parlais de start-up tout au début de podcast. Quand tu es dans ce mode-là, tu as peut-être aussi un petit peu tendance à oublier. Et à s'oublier et dire mais non mais j'y vais, j'ai pris mon bâton de pèlerin et on y va, et surtout dans cette période-là où c'est quand même un peu costaud et on sent qu'on est tous encore plus unis les uns aux autres en disant mais là on fait front et on va y aller. Donc c'est moi là, je suis ultra attentive à dire aux équipes les vacances de la Toussaint vont arriver, je veux que vous posiez des congés, je veux qu'on se fasse des breaks. J'essaye d'être, on le dit, je suis un petit peu une maman quand même. Je suis un petit peu, j'ai un peu un management. Tu as aussi beaucoup d'enfants, donc tu es une experte. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis une experte, mais j'ai des grands enfants, moi. C'est bien, comme ça, t'es déjà passé par plein d'étapes. Ouais, c'est ça. J'ai déjà un peu d'expérience. Et du coup, alors tu parlais de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Tu as dit, il faut être reconnaissant de son équipe. Est-ce que concrètement, tu as une façon de leur communiquer au-delà que, est-ce que c'est toujours très informel ou est-ce que parfois, j'en sais rien, tu fais des choses pour les mettre en avant? Je sais que oui, j'ai un peu une réponse déjà à ma question, mais peut-être qu'il y a des choses que je sais pas en interne. Déjà, je leur donne jamais d'ordre. Je les conseille. Je leur soumets des idées, je leur soumets je pense que c'est important que les choses viennent d'eux. Je pense que c'est important qu'ils soient en autonomie et qu'ils soient en responsabilité. Ça n'empêche que c'est pas parce que tu es responsable et que tu es autonome que tu n'as pas le droit de te tromper, que tu n'as pas le droit de faire des erreurs, mais du coup, de poser des questions. Et du coup, le questionnement incite évidemment la réponse. Quand il y a un questionnement, quand il y a une réponse, il y a des échanges. Et c'est dans les échanges et c'est dans ce questionnement-là que tu grandis, que tu apprends. Donc, c'est pour ça que je ne dis jamais fais ci, fais ça. Je dis toujours, ça serait bien de réfléchir pour peut-être que ce service-là, on le fasse plutôt comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si tu es dans l'injonction des choses, et ça, je l'ai vu par ma carrière de communicante en communication interne, il faut qu'il y ait il faut être fier d'appartenir à une entreprise. Il faut comprendre pourquoi on va dans cette direction-là et pourquoi pas dans une autre. Il faut être dans le partage et il faut être dans la compréhension de comment toi tu te situes par rapport à là où va l'entreprise. Par exemple, on avait une collaboratrice qui est partie, qui a changé complètement de métier, et on se voit toujours et on fait des déjeuners. Et il y a un moment, elle a compris et j'ai compris qu'elle était plus dans le projet, elle était plus dans l'histoire. Pareil, je lui ai dit écoute, on redescend, c'est pas grave. Moi, je suis là aussi pour t'accompagner, je suis là aussi pour te faire grandir, même si demain t'es plus à ma pièce. Donc en fait, ce qui est hyper important, c'est d'être toujours dans l'appropriation, la compréhension. Et quand tu comprends ce que tu fais, tu vas le faire de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus vraie, et tu vas être beaucoup plus sincère dans le choix de tes mots, dans le choix de tes gestes. Et du coup, la perception que va avoir ton client de tes mots, de tes gestes, va lui paraître d'une manière tellement douce, tellement dans la sérénité. Et nos clients, ils ont besoin de ça quand ils viennent travailler, se réunir, réfléchir, se confronter. Ils ont besoin d'avoir une équipe soudée, posée, mature. Et même si on est dans la difficulté, il faut pas que ça se voit. Et moi, mon rôle, il est là, mon rôle. Mon rôle, il est d'être derrière eux. Moi, j'avais assisté à une conférence
d'un grand coach de football qui s'appelle Monsieur Herrero et qui avait dit un truc qui m'avait toujours marqué. Enfin, j'ai deux choses moi qui m'ont marqué dans ma carrière. Il avait dit, il faut que vous ayez une équipe qui soit, mais tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, Clémence, faut jamais que tu aies besoin de te retourner. Jamais tu dois te retourner parce qu'à partir du moment où tu te retournes, tu ne regardes plus devant. Il faut que tu sois toujours certaine que ton équipe soit derrière toi ou à côté de toi. Mais en tout cas, il faut pas que tu vérifies où est ton équipe. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un truc dans le management que tu as loupé. Et Bruno Rousset, qui est donc le fondateur d'April, qui est le modèle d'un très beau parcours entrepreneurial, il m'avait dit, tu sais, Céline, ce qui est très important quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut s'entourer de meilleurs que soi. Et je suis complètement convaincue de ça aussi. Il faut avoir autour de soi des gens qui ont des compétences que tu n'as pas, voire même qui sont meilleurs que toi. Et d'ailleurs, ça ne marche pas quand ça ne. Et moi, je suis pas là pour être chef. Je m'en fous comme de l'an 40. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens grandir, s'épanouir. Voilà, Justine, qui est à mes côtés depuis plus de 5 ans, elle était en stage avec nous. Et Justine, très certainement qu'elle va prendre une place encore plus importante dans la structure demain. Et ça fait sens et je trouve ça légitime. Et moi, je suis reconnaissante. C'est aussi de mes équipes. Pour toi le temps et l'attention que tu portes à chacun dans une relation hyper personnalisée. Parce qu'en fait, tu vas vraiment t'adapter à qui ils sont. Et en fonction de qui ils sont, tu vas essayer de les faire comment je pourrais dire, ils vont se révéler à eux-mêmes. C'est ouais, au même titre qu'il faut savoir dire merci. Il faut savoir leur dire quand ça va pas, quand ça correspond pas aux standards, aux valeurs, que ça peut être fait différemment, mais il faut leur dire dans la bienveillance, dans la gentillesse. Ça marche 100 fois mieux que quand tu hurles et que tu deviens complètement hystérique. Enfin, moi, c'est ma façon d'être, hein. Et je pense que c'est comme ça qu'on rend des salariés et une équipe responsable. Il faut avoir des gens responsables. Le problème, je trouve, de la société d'aujourd'hui, c'est que plus personne n'est responsable de rien. Bah si, il y a un moment quand tu es dans une structure, tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais. Et moi, je suis surtout moi responsable d'eux et responsable de tout ça et de cette cohérence-là. Donc, si je veux que le projet continue et qu'il grandisse, c'est à moi aussi de prendre soin d'eux. Donc voilà. Donc quand tu me dis comment je fais, bah je les remercie, je les écoute, je les considère, je les respecte beaucoup. Je leur dis les choses quand il faut leur dire les choses. Tu passes du temps parfois à les former, alors vraiment concrètement leur expliquer comment ça. Ouais. Oui. Ouais, je passe beaucoup de temps. Et je vois tout de suite quand il y a un petit truc où là ça va pas et je prends le temps en tout cas. Je prends le temps aussi de leur dire bon, parce que ça c'est quelque chose que moi j'ai observé aussi quand j'ai pu manager de façon beaucoup plus j'ai beaucoup moins d'expérience que toi mais parfois parce que tout à l'heure je te disais c'est pas toujours évident d'affûter quelqu'un sur son bon sens émotionnel. Parce qu'il n'y a pas de règle. On lui dit pas, bah voilà, tu vois bleu, tu poses cette question-là. C'est un peu plus subtil que ça. Et en fait, généralement, je trouve que rien qu'en passant du temps et en rectifiant, en montrant, par mimétisme et parce qu'on se fait confiance et que ça se fait dans la douceur et dans la bienveillance, les équipes comprennent justement cette sensibilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par il faut ressentir le client, il faut comprendre à quel point il faut qu'on soit impliqué ou pas dans son organisation. Enfin, bon, bref, pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, donc c'est pour ça que je ressoulignais quand je disais donc ta façon de faire, c'est aussi d'être très présente, mais de façon en one-to-one avec chaque personne qui constitue ton équipe pour les emmener là où ils vont pouvoir se révéler. Donc voilà, c'était exactement. Et puis je pense aussi ce qui est important, c'est de les écouter. C'est quoi leur perception? Voilà, moi je vais avoir 50 ans, ils ont entre 25 et 30 ans. Ils ont une autre vision, ils ont une autre sensibilité, ils ont une autre approche. Donc je leur apprends plein de choses, mais ils apprennent plein de choses.
Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est d'être en capacité à leur dire, mais c'est quoi votre vision à vous? C'est quoi votre trip? C'est quoi votre truc? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait kiffer, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour, donc parfois, voilà, on est vraiment sur une réflexion de créativité ou, et puis on fait pas parce que c'est complètement délirant, ou finalement on fait en partie. Mais rien que de se le dire et de se poser et de réfléchir à ça, je trouve que c'est très riche. Et puis d'être considéré, parce que moi je sais que c'est une des choses dont j'ai beaucoup souffert personnellement, c'est que je n'avais pas le droit de proposer d'idées. C'était interdit. Et du coup, bon, bah, je pense que moi l'entrepreneuriat est né de ça, de frustration de pas pouvoir proposer. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise génial Clémence, tout est une super bonne idée, mais voilà. Du coup, je rebondis pour clôturer ce bel épisode. Tu disais donc d'une certaine façon tes équipes étaient une grande source d'inspiration. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu as d'autres choses qui te permettent de t'informer, de t'inspirer sur nos métiers et de faire évoluer tes lieux, tes équipes, tes produits? Alors oui. D'abord j'ai de la chance, je vis avec un homme qui est un mari qui est très important. On parlait d'équilibre et voilà, qui est très important dans l'histoire de ma pièce. Et, voilà, parce que c'est aussi un homme de réseau, donc c'est un entrepreneur aussi. Il côtoie beaucoup de dirigeants, donc on partage souvent des problématiques qui peuvent être liées à ma pièce. Et son regard, mais évidemment très important et parfois très très utile. Surtout quand on est un peu dans des phases de testing de choses, je lui dis bon là si on faisait ça, t'en penserais quoi? Donc ça c'est rigolo. Après mes sources d'inspiration, elles sont aussi moi je suis dans la relation. Donc je m'inspire beaucoup de mes amis, de mes enfants, de ma famille, de tout ce qui m'entoure, qui est mon petit monde à moi, mais qui est mon petit monde précieux. Après, je m'inspire beaucoup, je lis beaucoup de romans graphiques, par exemple, parce que ça me permet à un moment de plus vite déconnecter que sur de la lecture classique. J'écoute aussi beaucoup de podcasts, je lis aussi beaucoup de philosophie. J'essaye en tout cas, alors je le dis, mais j'ai des périodes où je suis plus à même, plus en capacité à être disponible dans ma tête que d'autres périodes. Mais quand je suis dans une période où j'ai plus de possibilités, en tout cas, de m'ouvrir, voilà, ça va être, tu vois, par exemple, j'aime beaucoup Cynthia Fleury. Je lis beaucoup des choses de Nicolas Bouzou. J'aime beaucoup des économistes. Enfin, j'essaye aussi de regarder un petit peu tout ce qui m'entoure. Pour pouvoir après avoir mon propre jugement, mon propre avis et de comprendre surtout, donc pour rattacher ça à ma pièce, de comprendre aussi l'environnement dans lequel évoluent mes clients, par exemple. C'est quoi les problématiques économiques aujourd'hui, les problématiques sociétales, financières. Voilà, donc j'essaye aussi de m'inspirer. Et puis moi, je suis très active dans le tissu économique lyonnais puisque je suis membre élu à la CCI, que j'ai un mandat d'administratrice dans une association qui s'appelle le CIDFF, qui est le Centre d'information des femmes, notamment sur des femmes qui subissent des violences. Donc voilà, donc j'ai aussi une vraie appétence à tous ces sujets qui sont importants aujourd'hui. Et puis une autre façon aussi moi de me déconnecter, c'est que je fais de la céramique. Voilà, j'ai besoin à un moment de faire des choses pour essayer de couper mon cerveau parce que la limite de l'entrepreneuriat, c'est que tu es quand même toujours branché H24 sur ta boîte, tes soucis ou tes projets ou tes idées ou ton développement. Voilà, donc j'essaye de m'inspirer de ça. J'essaye aussi beaucoup de m'inspirer de passionnés de talent. Donc j'aime beaucoup la restauration, j'aime beaucoup les bons vins, j'aime beaucoup la bonne cuisine. Voilà, donc en fait finalement des choses très très simples. Diverses. Je crois que je suis assez énormément. Ouais, exactement. C'est très divers et voilà, aller faire une petite rando, ça me fait du bien et j'adore ça et ça m'inspire. Au même titre que bouquiner ou d'écouter un podcast sur France Culture, par exemple. Voilà. Donc j'essaye en tout cas d'être aussi moi à l'écoute
de mes limites et de mes envies pour pouvoir après être vraiment disponible pour les autres. Et, ça, et du coup, pour continuer sur cette inspiration, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast dans ton environnement événementiel, tu dirais, voilà, qui aurait quelque chose selon toi d'intéressant à partager à notre communauté? Qui a aussi un lieu d'événement oui, comme le mien, par exemple. Quelqu'un qui tu trouves a des idées originales, pertinentes, voilà, où tu te dis toujours, tiens, ça me plaît. Quelqu'un qui tu trouves intéressant. Alors du coup, il y a une personne qui à Lyon réfléchit à une démarche assez intéressante, parce que c'est vrai que du coup, quand j'ai créé ma pièce à 8 ans, j'étais quasiment la seule. Depuis, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés et qui font des choses super et qui du coup ont alimenté, ont nourri le marché et je trouve ça génial. Après, il y a rien de vraiment nouveau, je trouve. Mais il y a beaucoup de choses en même temps. Et c'est justement ce foisonnement de choses qui fait que Lyon devient vraiment une place importante dans le marché de l'événementiel, notamment sur des lieux d'événements. Après, j'ai pas vraiment de personnes. Je suis assez admirative de cette jeunesse entrepreneuriale comme toi, Clémence, qui non, mais c'est vrai, qui vous avez le courage de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors c'est aussi plus culturel maintenant qu'à notre époque. L'entrepreneuriat était pas porté comme l'est. Puis la France est un pays très entrepreneurial, et notamment Lyon. On a beaucoup de dispositifs pour favoriser l'entrepreneuriat. Donc non, j'ai pas de personnes. Je pense que ce qui est important qu'on puisse savoir, nous tous, un regard aussi sur des experts, sur des expertises. Je pense que c'est intéressant aussi que sur tes podcasts, tu puisses à un moment faire venir quelqu'un qui gère, je sais pas, quelqu'un de chez JL Evans, qui est un gros mastodonte dans le monde entier. Mais je prends. Donc je t'en donnerai, comme tu peux aussi réfléchir à des personnes qui ont ancré leur lieu plus sur une thématique qu'une autre. Donc je pense par exemple à l'Augusterie, on en a déjà parlé, je t'ai conseillé d'appeler Solène Legros, qui elle a réfléchi à son lieu sur un angle très artistique. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi Céline Melon qui a Manifesta à Lyon, qui elle en fait vraiment un lieu de présentation de l'art contemporain. C'est une démarche nouvelle et ça n'existe pas. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a quand même sur ce marché-là des lieux qui sont arrivés sur l'idée de la privatisation exclusive, comme pouvait l'être ma pièce il y a 8 ans, mais qui ont aussi réfléchi à apporter d'autres choses et à alimenter la réflexion et à nourrir le service et l'offre. Bah, écoute, et c'est ça que je trouve intéressant. On va continuer à travailler alors. J'imagine que pour te joindre, le mieux c'est soit d'aller sur ton site mypiece.com et d'envoyer un email ou de t'ajouter sur LinkedIn et de t'envoyer un message. Voilà, un petit message sur LinkedIn avec grand plaisir et puis avec grand plaisir pour partager. Voilà. Venir visiter ma pièce pour les Lyonnais, les Parisiens. Tous ceux qui veulent s'inspirer, aller voir les sites internet, réseaux sociaux. Il se passe beaucoup de choses chez ma pièce, donc. Il se passe beaucoup de choses et du coup, je voulais te remercier aussi Clément parce que je trouve que on s'est connus pendant le confinement. On a fait une petite vidéoconférence ensemble et j'ai pu connaître d'ailleurs Sophie. Voilà, il y a aussi, voilà, exactement. Et c'était bien parce que je trouve que c'était un moment qui était utile pour chacun de nous d'arriver à se connecter, à se donner des nouvelles et se donner un peu de visibilité. Et je voulais te dire aussi que ce que tu fais, c'est chouette. Et c'est chouette d'arriver à créer une communauté, dans un univers qui n'est pas simple parce qu'on est quand même tous concurrents et qu'il y a un moment, la frontière, elle est fine et fragile. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur des uns et des autres. Il faut qu'on réfléchisse plutôt à partager, à fédérer nos talents, nos envies, nos compétences. Et c'est ce qui fera qu'on arrivera à sortir un petit peu plus la tête de l'eau de cette crise. Merci beaucoup, je suis ravie que tu le vois comme ça parce que en effet pour être au milieu de beaucoup d'acteurs et de très beaux lieux événementiels qui en effet parfois sont certainement concurrents sur des événements, vous avez tous beaucoup de talent sur des sujets très différents
Et donc, de vous rencontrer, de vous connaître et de vous aider, je pense que c'est porteur pour tout le monde. Ouais. Mais tu sais, moi, Clément, c'est quelque chose que je connais quasiment. Je dis quasiment parce que peut-être pas les 2 dernières années, mais je connais quasiment tous les lieux qui se sont créés sur Lyon. Et je trouve que c'est chouette. Et je félicite d'ailleurs tous ceux qui ont eu le courage de se lancer dans l'aventure. Parce que justement, plus il y a d'acteurs, plus c'est riche, plus on a une offre, c'est attractif. Et voilà. Et je trouve qu'on a de la chance à Lyon d'avoir aussi cette communauté de lieux. Et il y a Rocorico, il y a le Loft, il y a la Maison La Sagne, il y a Studio 33. Enfin, il y a beaucoup de lieux à Lyon qui fonctionnent. Il y a l'hôtel particulier. Enfin, j'en oublie. Il y a la culture des lieux aussi. Voilà, il y a plein de jolis lieux à Lyon. Voilà, il y a une belle scène et avec des beaux acteurs qui se démènent et qui se battent aussi aujourd'hui dans magnifique. ce contexte-là. On peut clôturer sur ça. Continuons à nous partager, à nous inspirer et soyons de plus en plus forts. Exactement. Merci. Ouais, exactement. Merci c'est beaucoup, exactement Céline. ça. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Clémence. Merci. À bientôt.